conférence sur le thème du sommeil, et très exactement période d'incertitude et sommeil, comment gérer? Alors, nous sommes heureux d'animer cette séquence soutenue par notre partenaire, la Fondation April, dans le cadre de son action Restez chez vous et en bonne santé. Alors, sa mission en faveur de la prévention santé, nous la partageons avec easy.org, le site de handicap international qui s'adresse aux personnes malades, handicapées, fragiles et à leurs aidants. Et cette prévention santé, elle est encore plus essentielle en cette période particulière d'isolement et de confinement. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Stéphanie Mazza, enseignante-chercheuse à l'Université Lyon 1 et spécialiste du sommeil. Elle a la gentillesse d'être avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors Stéphanie, on va passer 1 heure ensemble et avec vous, on va parcourir cette thématique du sommeil, s'interroger un peu sur ses bienfaits, sur des clés pour bien dormir, et on répondra aux questions des internautes qu'on espère nombreuses. En préambule, Stéphanie, on rappelle que vous n'êtes pas médecin et qu'il ne s'agit pas d'une consultation. On peut donner des conseils, des astuces, mais on reste dans le cadre d'une conférence d'information et de sensibilisation. Voilà, Tout donc à fait. bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors Stéphanie, une des premières questions que je souhaitais vous poser, c'était une question assez simple. Qu'est-ce qu'un bon sommeil? Alors ça paraît simple, mais est-ce que ça l'est vraiment ou pas? C'est une très, très bonne question. Puis c'est vrai que c'est un peu, la question que tout le monde se pose le matin au lever, c'est: «Est-ce que tu as bien dormi?» Un bon sommeil, pour être, on va dire, relativement simple, c'est un sommeil qui va nous permettre d'être en forme pour toute une journée. Donc c'est pas un sommeil idéalisé, puisqu'on a certaines personnes qui pensent, par exemple, avoir besoin d'absolument 10 heures de sommeil pour se trouver, en bonne forme. Mais c'est un sommeil, j'espère grâce à cette, conférence, qu'on va essayer un petit peu de mieux comprendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous besoin de 10 heures de sommeil pour être en forme. Donc un bon sommeil, c'est ça, c'est un sommeil qui va être, suffisant en quantité et également en qualité. Quand vous dites qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, c'est-à-dire que deux personnes qui, j'allais dire, ont le même âge, ont la même vie, ont à peu près le même mode de vie, le même fonctionnement. Il y en a une qui peut avoir besoin de dormir 6 heures et l'autre 8, c'est ça? En fonction des individus, c'est différent. C'est ça, on n'a pas tous exactement les mêmes, besoins en sommeil. Par contre, on a des besoins qui se ressemblent plus ou moins et notamment en fonction de notre âge. Par exemple, on sait qu'un adulte, en bonne santé a généralement besoin entre 7 heures et 9 heures de sommeil, par nuit, pour bien fonctionner. On sait qu'un adolescent a besoin de plus de sommeil, on estime que c'est entre 8 et 10 heures par nuit et un enfant va avoir encore besoin de plus de sommeil puisque généralement entre 6 et 13 ans, les recommandations, c'est entre 9 et 11 heures de sommeil chaque nuit. Du coup, ça veut dire que si on les atteint pas, c'est problématique, il faut se poser des questions ou est-ce que c'est, j'allais dire, des moyennes? Est-ce que c'est inquiétant si on devrait dormir 8 heures et qu'on n'en dort que 6 ou 7 par nuit? Bah, tout dépend du nombre de fois où cela se produit. Donc déjà, il faut s'assurer, du volume de sommeil dont on a besoin. Donc, ça, c'est pour ça que je vous dis, ces conférences nous permettent un petit peu mieux de comprendre nos besoins de sommeil, entre un sommeil qu'on idéalise et un sommeil qui serait suffisant. Mais en plus de la durée du sommeil, il y a un autre paramètre qui est quand même essentiel, c'est la qualité, de notre sommeil. C'est-à-dire que, on peut dormir très longtemps, si notre, sommeil est de moindre qualité, il n'aura pas la même efficacité. Et du coup, il peut varier, cette qualité du sommeil, est-ce qu'elle peut varier au cours de la vie? C'est-à-dire, on ait besoin de, c'est-à-dire qu'on ait besoin d'un sommeil de qualité quand on travaille et puis quand on est peut-être à la retraite un peu moins, ou est-ce que c'est pas comme ça que ça marche? Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, quand on va parler de la qualité, de sommeil, il faut comprendre que notre sommeil est composé de différents stades de sommeil et en fait, un sommeil de bonne qualité, ça va être un sommeil qui va nous permettre d'atteindre ce qu'on appelle du sommeil profond. Donc, je me permets juste de vous expliquer un petit peu Bien comment sûr. ça se passe. En fait, quand on va s'endormir, on va commencer par un stade de sommeil qu'on appelle du sommeil léger et progressivement, ce sommeil va s'approfondir pour arriver à un autre stade de sommeil qu'on appelle le sommeil profond, mais également le sommeil réparateur et après ça, on aura le sommeil paradoxal qui est le sommeil de nos rêves. Ces stades de sommeil vont constituer ce qu'on appelle un cycle de sommeil qui dure à peu près 90 minutes. Donc un sommeil de bonne qualité, c'est un sommeil qui va contenir des cycles qui vont contenir chacun de ces stades et des cycles qui vont pouvoir se reproduire de manière homogène au cours de la nuit. Donc dans une nuit, on va faire 4 ou 5 cycles de sommeil. Donc un sommeil de bonne qualité, c'est un sommeil qui va avoir du sommeil léger, mais aussi du sommeil profond pour nous permettre de récupérer.
Et du coup, question un peu bateau, si on se réveille, du coup, est-ce que c'est normal? Alors déjà, si on se réveille, est-ce qu'on va se réveiller forcément entre ces fameux cycles que vous évoquez ou pas forcément? C'est ça. À chaque fin de cycle, donc environ à peu près toutes les 90 minutes, on a ce qu'on appelle normalement un micro-éveil. C'est-à-dire que c'est un réveil qui est très bref et généralement, on a des personnes qui ne se rendent pas compte que toutes les 90 minutes, on a ce réveil. Donc, pour expliquer un petit peu ce réveil, on peut faire l'image d'une sentinelle, en fait, qui va se réveiller à chaque fin de cycle pour vérifier que tout se passe bien en nous et à l'extérieur de nous. C'est-à-dire, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai soif, est-ce que j'ai mal, est-ce qu'il y a du bruit dans ma maison, est-ce qu'un nouveau-né dort bien. Donc, on va capter toutes ces stimulations. Et logiquement, bah, si tout se passe bien, notre sentinelle se rendort et on va repartir sur un nouveau cycle de sommeil. Donc, c'est tout à fait normal de se réveiller plusieurs fois pendant la nuit. Après, Faut on a arriver, des enfants. ouais, ce qu'il faut arriver, pardon, excusez-moi, c'est à s'endormir, pas à ne C'est pas se exa- réveiller durablement, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, on a certaines personnes qui ne se rendent pas compte de ces éveils. Il y en a d'autres qui vont en profiter, par exemple, bah, pour aller boire, pour aller uriner, pour vérifier si un bébé dort bien. Et puis, effectivement, de temps en temps, bah, ces réveils se font un petit peu plus longs, notamment bah, quand on a des préoccupations et que bah, justement, on se met à penser pendant ces réveils nocturnes. Ça peut durer un peu plus longtemps. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on est dans si je comprends bien, si on est dans une logique où on se réveille quelques instants et ça ne nous fatigue pas, on est dans une routine où on se rendort assez facilement, c'est pas un problème en soi. Par contre, si on est réveillé par des angoisses, des incertitudes ou toute autre chose, si ça se produit de manière systématique, ça devient quand même problématique. C'est ça. Si ça reste occasionnel, bah, le conseil, c'est quelque part d'être patient et d'attendre que le cycle suivant puisse revenir. Donc, il y a une idée reçue qui dit que lorsqu'on a loupé son train de sommeil, il faut attendre 90 minutes pour le suivant. C'est faux, on peut se rendormir rapidement. Ce qui est important, c'est de ne pas chercher à tout prix à se réendormir, puisque plus vous allez faire d'efforts pour vous réendormir, plus vous allez vous mettre en difficulté, puisque dormir, en fait, c'est ne faire aucun effort. Et vous avez raison, si ça devient trop fréquent, si ces réveils se font sentir toutes les nuits pendant plusieurs semaines, là, effectivement, il y a peut-être une nécessité d'en discuter avec son médecin pour essayer de comprendre quelles sont les origines de ces difficultés de sommeil. Mais alors, du coup, vous dites, si je ne pas chercher à se rendormir à tout prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas que je reste dans mon lit à tourner. Il vaut mieux que j'aille faire, entre guillemets, lire un livre pendant 20 minutes, une demi-heure et que j'attende que la fatigue revienne. C'est un peu ça? C'est ça, c'est un très bon conseil. Après, encore une fois, tout dépend le livre que vous allez lire, parce que si c'est un livre qui vous tient en haleine, bah, peut-être que vous allez avoir du mal à voir revenir Pas réussir à se le recoucher, en fait. sommeil. Donc, on peut effectivement donner le conseil de sortir de son lit pour pas que le lit soit associé justement à ces périodes un petit peu anxiogènes de réveil nocturne, donc d'aller dans la pièce de vie. Un conseil, c'est surtout de ne pas trop éclairer autour de nous pour pas se stimuler en fait. Et vous pouvez lire, vous pouvez aussi faire des exercices simples de respiration, de relaxation, pour essayer bah, justement de sentir à nouveau les signes de l'endormissement arrivent et à ce compte-là, regagner rapidement votre lit. Alors, du coup, on dit que c'est important de bien dormir, mais pourquoi finalement bien dormir, c'est bon pour la santé? Alors, bien dormir, c'est très important pour la santé. Moi, je rêverais qu'on puisse avoir des slogans qui soient bien manger, bien bouger et bien dormir, puisque le sommeil, en fait, c'est le socle de notre santé. En fait, pendant qu'on dort, tout notre organisme va mettre en place les processus physiologiques qui vont être nécessaires pour nous permettre de réaliser la journée qui va suivre. Donc, par exemple, un enfant, c'est pendant son sommeil profond, dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il va sécréter son hormone de croissance. C'est pendant ce stade de sommeil-là aussi que son cerveau va maturer. Donc, pendant le sommeil, il va se mettre en place des éléments qui sont essentiels pour le développement de l'enfant. Pour l'adulte, c'est pareil. Pendant notre sommeil, on va réguler notre mécanisme glucidique, notre système cardiovasculaire, notre système cérébral et même immunitaire. Et du coup, vous parlez de nourrissons, d'enfants à plusieurs reprises. On sait quand même que voilà, quand on a un enfant qui est jeune, en bas âge, c'est compliqué de bien dormir, à la fois lui pour qu'il fasse ses nuits et les parents pour qu'ils arrivent également à récupérer. Est-ce que vous avez des conseils à donner là-dessus ou peut-être je vais dire des angoisses à ne pas avoir parce que c'est vrai que souvent on dit bon bah
au bout de 6 mois, l'enfant va faire ses nuits. Et des fois, on a des parents qui s'inquiètent parce qu'à 9 mois, 1 an, 2 ans ou même plus, l'enfant ne dort toujours pas. C'est pas inquiétant en soi. On est d'accord que chaque enfant a son rythme. Tout petit rythme. Alors, chaque enfant a son rythme. C'est une moyenne quand on dit qu'un enfant commence à faire ses nuits à 6 mois. On a des nouveau-nés qui font leur nuit à la sortie de la maternité et on a des enfants pour lesquels ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, en moyenne, c'est 6 mois. Bien entendu, si ça dure un peu plus longtemps, c'est important d'en parler à son pédiatre pour essayer de comprendre pour quelles raisons l'enfant ne fait pas ses nuits. Il peut y avoir des raisons qui sont des raisons médicales, comme par exemple des reflux, un problème alimentaire, par exemple, qu'il faut écarter, ou des problèmes d'otite qui peut empêcher un enfant de faire correctement ses nuits. Et après, il y a aussi plein de problèmes qui sont induits par notre propre comportement vis-à-vis du nourrisson. Et notamment, un enfant, il faut essayer de lui apprendre à s'endormir seul. Et c'est peut-être une des étapes les plus compliquées et qu'on ne nous explique pas quand on sort de la maternité. C'est vrai que c'est Et, compliqué. et voilà. Et un enfant à qui on apprend à s'endormir dans les bras, eh ben, c'est vrai que ça va être confortable pour lui et rassurant, mais il risque de le demander encore longtemps. Vous voulez dire qu'il faut le laisser, en fait, c'est ce qu'on dit, qu'il faut laisser parfois pleurer les enfants, c'est ça, quand Alors, ils ne veulent pas s'endormir seuls, voilà, malheureusement. qu'on s'entende bien, hein, il faut bien écarter toute autre cause de pleurs, bien entendu. Mais effectivement, parfois, ça passe un peu par cette période-là où on va conseiller aux parents de laisser l'enfant s'endormir seul. Et ça peut passer par des périodes de pleurs avant que l'enfant trouve son sommeil. Alors, on parle des difficultés à s'endormir pour les enfants. On est d'accord qu'on n'est pas à cet âge-là, quand les enfants sont assez jeunes, dans la catégorie des troubles du sommeil. C'était un élément que je voulais aborder avec vous. Ces troubles du sommeil, comment ils se caractérisent? Est-ce qu'il y en a chez le nourrisson ou c'est trop tôt pour Alors, chez le nourrisson, comme je vous le disais, on peut avoir des facteurs qui vont impacter le sommeil, voilà, les reflux, les otites, etc. Quand on va parler de troubles du sommeil, il va falloir attendre que l'enfant soit un petit peu plus grand. Mais effectivement, il existe des troubles du sommeil également chez l'enfant et on a des médecins qui sont spécialisés dans le sommeil de l'enfant, pour le sommeil de l'enfant, donc des pédiatres qui sont spécialisés dans cette discipline-là. Et les troubles du sommeil, du coup, à l'âge adulte, quels sont-ils? On parlait tout à l'heure de difficultés à se rendormir ou voilà, on se réveille la nuit. C'est des insomnies, c'est quoi? C'est de la somnolence, il y a différentes Oui, catégories. c'est ça. En fait, il y a différentes, on va dire, familles de troubles du sommeil. Donc effectivement, pour parler des plus fréquentes, on a les insomnies. Donc effectivement, les insomnies, elles vont se caractériser soit par des difficultés d'endormissement, donc ça veut dire un sommeil qui va mettre longtemps à s'installer. Donc attention, c'est tout à fait normal de mettre jusqu'à 30-45 minutes pour s'endormir, sans parler d'insomnie. Chez ces patients, ça dure plus longtemps et on a aussi des difficultés à maintenir son sommeil au cours de la nuit, donc des réveils nocturnes qui vont durer longtemps. Et pour parler d'insomnie, il faut que ce soit fréquent et que ça dure depuis plusieurs semaines. Donc ça, c'est une des familles des troubles. À côté de ça, vous avez aussi des troubles qu'on appelle des troubles respiratoires au cours du sommeil. Le plus connu, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, c'est une pathologie qui est relativement fréquente chez l'adulte, mais qui existe également chez l'enfant. Et en fait, dans ces pathologies, le sommeil va être fragmenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce cycle de sommeil dont on a parlé ne va pas pouvoir se mettre en place parce qu'il y a des arrêts respiratoires qui vont sans cesse euh, court-circuiter la mise en place de ce sommeil et faire qu'on n'atteindra jamais le sommeil profond. Chez l'enfant, le syndrome d'apnée du sommeil est souvent lié à la présence d'amygdales de trop gros volume dans la gorge qui empêche justement cet échange aérien pendant la nuit. Autre famille de troubles, l'hypersomnie. Donc là, c'est des patients qui vont avoir un besoin excessif de dormir, c'est-à-dire des patients qui, quelque part, n'auront jamais suffisamment de sommeil. Il y a une maladie rare qui s'appelle la narcolepsie qui fait partie de cette famille de troubles. Et je peux également vous citer d'autres troubles qui sont liés à des troubles du mouvement, comme par exemple le syndrome de jambes sans repos, qui est une pathologie qui peut être plus fréquente après 60 ans et qui va se caractériser par des impatiences au niveau des jambes au moment du repos. Et le patient va être obligé de bouger pour cesser en fait ces sensations désagréables. D'accord. Alors vous parliez des personnes de plus de 60 ans, on va y venir justement parce qu'on a des questions qui commencent à arriver, donc on va les traiter au fur et à mesure. C'est bien, on vous remercie d'ailleurs de nous interroger. Je rappelle juste avant de vous interroger, Stéphanie, qu'on est avec vous donc, pour encore ensemble 3 quarts d'heure. Vous êtes donc enseignante-chercheuse à l'Université Lyon 1 et spécialiste du sommeil.
Et on est ici donc avec le soutien de la Fondation April dans le cadre de son action Restez chez vous mais en bonne santé. La Fondation April qui réalise une série d'ouvrages depuis plusieurs années sur différentes thématiques. Vous les apercevez sûrement derrière moi, autour du sommeil, bien sûr, la thématique du jour, mais également la nutrition, l'activité physique, la gestion du stress. Donc, on vous invite à aller sur le site de la Fondation, magazine.fondation-april.org, où vous pourrez retrouver tous ces ouvrages en téléchargement gratuit. Donc, Stéphanie, je vous disais que les questions commencent à arriver. On a une personne, du coup, qui nous demande est-il vrai que le sommeil est moins long avec l'âge? Ça fait un peu écho à ce que vous disiez à l'instant avec le syndrome des jambes sans repos, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça veut dire que plus on vieillit, plus on a des besoins en sommeil qui diminuent ou pas forcément? En tout cas, on a un sommeil qui change tout au long de notre vie. Et effectivement, le sommeil prend des rides rapidement. C'est-à-dire que le sommeil de l'adulte change déjà à partir de 50 ans. Alors, le changement se fait effectivement en termes de durée de sommeil, avec un sommeil qui va durer un peu moins longtemps, mais surtout sa constitution qui va être différente. C'est-à-dire qu'en vieillissant, on va faire moins de sommeil profond. On va avoir tendance à faire un petit peu plus de sommeil léger, ce qui fait que le sommeil peut être plus facilement interrompu s'il y a du bruit, si on a mal, etc. Mais c'est une modification qui est physiologique, c'est une modification qui est tout à fait normale et qui doit certainement être induite par, quelque part, un changement aussi en termes de besoins. Donc c'est tout à fait normal de dormir moins et aussi moins profondément, lorsque l'on vieillit. Très bien. On a une autre question d'une personne alors qui ne nous donne pas son âge, donc ça va peut-être être compliqué de répondre, mais en fait, elle pose deux questions en une. La première, c'est à partir de quelle heure faut-il se coucher? Est-ce qu'il y a une heure un peu limite à partir de laquelle après ça va devenir compliqué de s'endormir? Et une question sur l'utilisation du portable avant de dormir, est-ce que c'est déconseillé? OK. Donc, donner une heure précise à laquelle il faudrait aller se coucher, je serais bien incapable de le faire parce qu'encore une fois, tout dépend, tout va dépendre de la personne. Donc, ce qui est important, c'est justement, de connaître, son rythme. On a des personnes qui vont être plutôt couche tôt, d'autres personnes qui vont être plutôt couche tard. Donc, l'essentiel, c'est véritablement de trouver cet horaire, donc quand les signes de l'endormissement arrivent. Et ce qui est important de dire, c'est qu'il faut toujours plutôt favoriser un sommeil plus tôt qu'un sommeil plus tard, puisque les heures de sommeil qui généralement ont lieu avant 2-3 heures du matin sont les heures qui vont être constituées de plus de sommeil profond. Donc, c'est vrai que dormir avant cet horaire-là était généralement un sommeil qui est plus riche et plus profond. Finalement, en gros, quand je sens la fatigue arriver, mieux vaut, si j'en ai la possibilité, mieux vaut aller se coucher. D'accord? Il ne faut pas se dire, ah bah Voilà. tiens, il est trop tôt, je ne vais pas me coucher maintenant. Raisonnablement, parce qu'une fois que vous aurez commencé à dormir, si vous avez besoin de 7 heures de sommeil, au bout de 7 heures, il sera impossible de dormir plus. Donc vous risquez, en vous couchant trop tôt, de vous réveiller aussi trop tôt et d'avoir du mal à finir, La votre journée le votre nuit. lendemain, effectivement. Exactement. D'accord. Et sur Concernant l'utilisation du téléphone, je suppose que voilà, la réponse est un peu évidente. Je suppose qu'il faut l'éviter au maximum. Exactement. Donc je vais vous expliquer pour quelles raisons on essaye un petit peu de faire la chasse à ces dispositifs. Tout simplement parce que, les écrans vont produire ce qu'on appelle de la lumière bleue. Et en fait, la lumière bleue, elle est interprétée par notre cerveau comme étant la lumière du jour. Or, pour pouvoir produire de la mélatonine, c'est une hormone qui est très importante pour notre horloge biologique et notamment pour caler nos cycles d'éveil et de sommeil, il faut qu'il n'y ait plus de lumière bleue. Donc en fait, quand on s'expose à un écran, notre cerveau le détecte comme une période de jour et va bloquer sa sécrétion de mélatonine et donc va retarder la survenue de l'endormissement. C'est pour ça que généralement, on conseille d'éteindre tablette et téléphone entre 1 heure et 2 heures avant l'heure d'endormissement. Mais du coup, c'est pas un peu la même chose avec la télé? Les gens qui C'est regardent des programmes télé, finalement, enfin, personnellement, je prends mon cas, je regarde une série à la télé, j'éteins la télé, voilà, je vais me coucher. Est-ce que c'est pas tout, mauvais aussi? Il faudrait pas éteindre la télé 20 minutes ou 30 minutes avant d'aller au lit? tout à fait, vous avez tout à fait raison. Alors il y a quelques différences avec la télé, bien qu'elle produise la même lumière bleue, qui a le même impact sur notre cerveau, c'est qu'en fait généralement la télé se trouve plus loin
qu'une tablette et un téléphone qui, quelque part, est à distance de bras de nos yeux. Donc, on ne va pas avoir le même impact en termes de lumière. Et également par rapport à notre activité face à la télé. Face à la télé, on a une activité qui est généralement plutôt passive, alors qu'avec des téléphones et des tablettes, on a une activité qui est plus active et qui, du coup, peut être encore plus éveillante. D'accord. Et ces objets-là de notre quotidien, ça me permet de rebondir sur une question qui nous a été posée. C'est vrai qu'il y a, voilà, avant, il n'existait pas. Et quelqu'un nous demande, justement, nous dit, il paraît qu'au XXIe siècle, on dort 3 heures de moins qu'au XIXe siècle. Euh, est-ce qu'on dort moins qu'avant? Pas forcément moins bien, mais moins en général, ou pas forcément? Oui, on dort moins qu'avant. Alors, c'est pas dans ces proportions-là, hein, c'est pas 3 heures de moins. Il y a des études, c'est très difficile à mettre en place, hein, ce genre d'études, mais il y a des études qui ont montré que sur les 100 dernières années, on avait perdu un peu plus d'une heure de sommeil. Donc, on n'est pas exactement dans les proportions citées par la personne, mais effectivement, on a des outils, des dispositifs qui vont avoir tendance un petit peu à rogner sur notre sommeil. Et de même, je pense que ce sur quoi il faut qu'on travaille, c'est qu'à l'heure actuelle, on a un peu la sensation que le sommeil, c'est perdre son temps. Dormir, c'est ne rien faire, c'est perdre du temps. Et en fait, c'est tout à fait faux. Dormir, c'est essentiel pour notre santé. Donc, il ne faut pas le voir comme une période sur laquelle on pourrait gagner de l'espace de vie. Il faut dormir pour justement être en bonne santé. Et vous évoquiez tout à l'heure, je crois, les 9 heures de sommeil voilà, c'est un peu cette durée-là qu'il faudrait en moyenne à chacun. Quelqu'un nous interroge en disant que 9 heures, c'est voilà, c'est compliqué dans sa vie. Du coup, est-ce qu'elle est en dette de sommeil si elle n'atteint pas ces 9 heures? Non, pour un adulte, c'est entre 7 et 9 heures. D'accord. Le temps de sommeil, on va dire recommandé, c'est entre 7 et 9 heures. Donc si on se trouve dans cette fourchette, il y a de fortes chances qu'on ait le volume de sommeil qui nous est suffisant. Après, comme je vous le disais, il faut se connaître. Peut-être que cette période de confinement pourrait être une période un peu propice pour justement se questionner sur nos besoins en sommeil et vérifier justement combien d'heures de sommeil sont nécessaires pour qu'on se trouve en bonne forme. Alors Après, justement, pardon, allez-y, je vous en prie, terminez. ouais, après, effectivement, une personne qui aurait besoin de 9 heures de sommeil et qui, pour des raisons familiales ou professionnelles, ne peut dormir que 7 heures par nuit, c'est quelqu'un qui se trouve en dette chronique de sommeil, effectivement. Ce n'est pas une pathologie en soi, mais c'est une dette chronique de sommeil. Et vous évoquiez le confinement. Quelqu'un nous dit, bah voilà, quand on se réveille souvent vers 3 heures du matin et qu'on se met à ruminer sur problèmes de travail, des enfants, l'école à la maison, et puis un peu toute cette angoisse qui est présente finalement à chacun de nous avec ce Covid et cette période de déconfinement qui s'annonce. Est-ce que vous avez des conseils là-dessus pour les gens qui voilà, se réveillent subitement et puis tournent en rond et n'arrivent pas forcément à s'endormir? Alors c'est vrai qu'on vit une période qui est complètement inédite et qui, bien entendu, peut être associée à des troubles du sommeil liés justement à toute l'anxiété que cela peut générer, mais aussi en raison du changement de rythme que ça occasionne chez nous. Donc les recommandations que l'on peut donner par rapport à cette période, c'est d'essayer de garder des rythmes stables. C'est-à-dire qu'il faut s'efforcer d'aller se coucher à peu près aux mêmes heures que d'habitude et de se lever le matin également à peu près aux mêmes heures, de pouvoir avoir de l'activité suffisante en journée, notamment de l'activité physique, de l'activité intellectuelle, pour justement pouvoir trouver de quoi dormir par la suite le soir. Et si toutefois l'anxiété est telle qu'elle nous réveille la nuit, on peut se permettre de réaliser une petite sieste en début d'après-midi pour essayer de récupérer justement de ce manque de sommeil nocturne. Et du coup, ces fameuses impatiences qui se produisent au milieu de la nuit, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure avec le fait peut-être d'aller prendre un ouvrage, de se lever. Est-ce qu'il y a d'autres remèdes, d'autres astuces? En tout cas, ce que vous disiez, c'est qu'il vaut mieux pas rester dans son lit à attendre que le sommeil revienne. Ça, déjà, c'est sûr. Ça, c'est effectivement un des conseils que l'on peut donner. Si la période de réveil au cours de la nuit est trop longue, il vaut mieux sortir de son lit. Donc sortir de son lit, aller dans une pièce de vie, lumière plutôt tamisée, réaliser une activité, qu'on appelle soporifique, ça veut dire une activité qui a plutôt tendance à nous endormir plus qu'à nous réveiller Donc, ne pas et aller marcher, par exemple, ne pas ne pas aller correr loin.
Voilà, ne Ne pas aller pas aller marcher en se disant, marcher, voilà, je ne vais… pas réallumer la télé, ne pas re-regarder son téléphone. Il y a quelque chose qui est assez anxiogène aussi dans cette période de confinement, c'est qu'on consomme énormément d'informations par les médias, des informations qui sont anxiogènes, c'est-à-dire qu'on suit l'évolution de cette maladie et de fait, bah, d'être inondé de ce genre d'images peut aussi perturber notre sommeil. Et alors, on parle de qualité de sommeil, de perturber, de trouver des remèdes. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais je pense que ce serait bien d'avoir votre avis d'enseignante et de chercheuse là-dessus et de spécialiste du sommeil sur les médicaments. Parce que, en fait, la question qui nous est parvenue est double. Il y a à la fois, ben, est-ce que pour lutter contre les insomnies et les troubles que vous avez évoqués tout à l'heure, est-ce que les médicaments peuvent être un remède? Et à côté de ça, est-ce qu'il y a certains médicaments qu'on prend pour divers traitements qui peuvent nuire à la qualité du sommeil? Alors tout à fait. Donc le médicament comme solution aux troubles du sommeil, bah, tout dépend, du trouble dont on souffre. Il y a effectivement certaines pathologies pour lesquelles, certaines molécules vont être, nécessaires. Vous avez parlé de l'insomnie. Donc effectivement, dans certains cas d'insomnie, le médecin peut, suggérer la prise, temporaire d'un somnifère pour justement, aider à restaurer, ce sommeil. On a d'autres pathologies comme la narcolepsie où le traitement médicamenteux va être chronique et essentiel. Puis il y a d'autres pathologies pour lesquelles on n'a pas de molécule. Par exemple, le syndrome d'apnée du sommeil, ça n'est pas une molécule, mais ça va être une machine qui va permettre à la personne de respirer correctement pendant la nuit, ce qu'on appelle une PPC, une pression positive continue. Donc, pour certaines maladies du sommeil, il y a des médicaments. Pour d'autres, il y a des outils, comme par exemple cette machine. Et il y a aussi des solutions qui sont non médicamenteuses. Dans l'insomnie, par exemple, pour certaines formes d'insomnie, on va proposer aux patients de réaliser des thérapies, comme par exemple les thérapies cognitives et comportementales, les TCC, qui montrent véritablement un apport et parfois même un apport supérieur aux somnifères chez certains patients. Donc, tout dépend de son trouble. C'est pour ça qu'il faut que le médecin puisse être la personne avec laquelle on discute de ces troubles du sommeil. On va avoir un traitement qui est adapté. Voilà, bien sûr, je voulais, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est d'accord qu'il y a aussi, enfin, toute prise de médicaments doit se faire sous contrôle médical et être encadrée. Exactement, c'est un suivi, qui doit être fait et pour, répondre à la deuxième question, oui, certains traitements médicamenteux peuvent avoir une influence sur le sommeil. Par exemple, avec, les beaux jours qui arrivent, les différentes, difficultés qui vont être liées, au pollen, le rhume des foins, toutes ces allergies qui vont commencer à arriver. Il y a certains traitements qui vont être donnés pour soigner ces allergies, qui vont induire du sommeil. Inversement, il y a d'autres traitements qui peuvent réduire le sommeil. Donc généralement, en cas, d'effet secondaire de ce type de molécule, il ne faut pas hésiter à en discuter avec, le médecin pour justement expliquer ce qui se passe pendant la nuit. Je fais une petite parenthèse, mais il faudrait absolument qu'on puisse prendre en charge, le sommeil comme on prend en charge la personne éveillée. C'est-à-dire que le trouble du sommeil fait partie, bah, des informations essentielles pour comprendre le fonctionnement, de l'être humain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément, selon vous, assez conscience on ne s'intéresse pas assez au sommeil, on ne lui accorde pas une place. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'en tant qu'individu, on ne lui accorde pas forcément une place assez importante dans notre vie. Mais est-ce que, j'allais dire, dans les institutions, les pouvoirs publics, est-ce que le sommeil, on s'y intéresse pas suffisamment? On devrait plus s'y intéresser. Alors, vous parlez peut-être à quelqu'un qui quelque part a un avis un peu biaisé par ses fonctions, mais effectivement, moi je pense qu'on ne prend pas suffisamment en charge, le sommeil, on n'en parle pas suffisamment. Il y a énormément de campagnes de publicité sur l'alimentation, on a énormément de campagnes de publicité, sur l'activité physique et on n'en voit aucune concernant, le sommeil. Donc c'est très bien de savoir, que manger varié, c'est bon pour la santé. Quand on interroge, les gens à savoir: «Est-ce que vous connaissez le volume de sommeil nécessaire à un enfant de 6 ans?» Eh ben, on n'a pas la réponse. Par contre, on sait tous qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé. Alors justement, ça me permet de rebondir, de rappeler que vous êtes donc enseignante chercheuse à l'Université Lyon 1 et spécialiste du sommeil, et de souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le live. Donc on est là avec le soutien de la Fondation April, qui, dans le cadre de son action Restez chez vous et en bonne santé,
Et donc, la Fondation April diffuse un certain nombre d'ouvrages que vous apercevez derrière moi autour de la nutrition, du sommeil, de la gestion du stress. Donc, ce sont tous ces éléments qui permettent de rester en bonne santé. Donc, on poursuit sur la thématique du sommeil. Stéphanie, on est encore ensemble pour une demi-heure. Vous évoquiez tout à l'heure la possibilité de faire une courte sieste en début d'après-midi. Justement, on a une question d'une personne qui vous demande est-ce qu'une courte sieste de 30 à 45 minutes, c'est réparateur? Et est-ce que c'est prouvé, toujours un peu la même question, est-ce que c'est prouvé pour tout le monde ou ça dépend des gens? Donc, déjà, ce qui est prouvé, c'est qu'effectivement, la sieste, ça a des bienfaits. Ça a été montré. Après, il y a quelques règles à respecter concernant la sieste. Une sieste, pour être efficace, doit avoir lieu généralement en début d'après-midi, puisque c'est le moment où on va avoir une chute de notre température corporelle et donc on va s'endormir beaucoup plus vite. Donc c'est le moment idéal, on va dire, pour la sieste. Et après, tout dépend de la durée également de la sieste. Donc généralement, une sieste doit être d'une vingtaine de minutes. Donc là, on parle de 30-45 minutes, ça cause aucun problème. Il faut essayer de faire en sorte que la sieste ne dure pas trop longtemps pour deux raisons. Parce que quand vous dormez plus longtemps, vous allez commencer à atteindre le sommeil profond. Et généralement, quand on se réveille de ce sommeil profond, on n'est pas tout de C'est suite en dur. forme, puis on a du mal à se remettre en activité. Et Effectivement. également, si vous atteignez ce sommeil profond, ben, quelque part, vous allez grignoter sur votre temps de sommeil et le soir, vous allez avoir plus de difficultés à vous endormir. Donc, c'est-à-dire finalement se dire je vais faire une sieste de 25-30 minutes, mais à la limite, soit dire à quelqu'un de nous réveiller, soit mettre un réveil, enfin, fixer une limite, Totalement. ne pas dormir 2 heures et puis se réveiller. Totalement. Si vous dormez 2 heures, c'est que véritablement, vous avez eu un gros manque de sommeil pendant la nuit ou vous êtes malade, vous avez besoin de récupérer. Mais si on veut une sieste efficace que l'on puisse réaliser presque tous les jours, il vaut mieux qu'elle soit courte pour être efficace. Concernant son efficacité, la NASA a testé l'efficacité de la sieste et a montré qu'une sieste, alors ils sont très précis à la NASA, hein, qu'une sieste de 22 minutes permettait de restaurer toutes les fonctions intellectuelles pour nous permettre de poursuivre notre journée. Donc, effectivement, la sieste, on est dans une société où faire la sieste, c'est un peu montré du doigt, ça fait un peu fainéant de faire la sieste. Et bien, pas du tout. La sieste, ça fait partie de notre physiologie. Et donc, si on en ressent le besoin, il ne faut pas hésiter à faire la sieste. On sera plus Après, efficace finalement si on parvient à instaurer ce rythme d'une sieste d'une vingtaine de minutes, on sera plus efficace après que si on n'en fait pas. exactement. Alors, on a certaines personnes qui n'en ont pas besoin. Donc, ce n'est pas la sieste pour tout le monde. Mais par contre, si on sent un petit moment de relâchement en début d'après-midi, il ne faut pas hésiter à la faire. Et même si on ne fait pas la sieste, il faut bien comprendre que ce moment-là, il vaut mieux passer une petite pause assis, les jambes relevées par exemple, plutôt que de se mettre sur la route ou de monter sur des tabourets pour faire du ménage ou couper des haies, parce que c'est un moment où notre vigilance est très basse et on peut avoir une augmentation des risques d'accidents pendant cette période de début d'après-midi. Donc profitons-en pour faire une petite sieste, De 22 minutes. précisément. Vous évoquiez tout à l'heure la question de la nutrition, de la bonne alimentation. On a une question d'une personne qui nous demande est-ce que le fait de dormir peu, alors elle ne précise pas la durée, mais est-ce que ça peut favoriser la prise de poids? Est-ce que ça peut voilà, être dangereux à ce niveau-là? Alors en fait, c'est dormir moins que ce qu'il ne faudrait qui va avoir une incidence justement sur la prise de poids. On a des personnes qui sont des petits dormeurs et pour lesquels on n'aura pas la même incidence. Mais quelqu'un qui a besoin de 7 heures de sommeil par nuit et qui se met dans des situations d'aide de sommeil chronique, il va y avoir une incidence effectivement sur son métabolisme glucidique et on va avoir un retentissement sur la prise de poids. Il y a plusieurs études qui sont faites à l'heure actuelle et qui montrent également qu'un manque chronique de sommeil peut augmenter le risque de diabète chez certaines personnes. Donc oui, il y a un lien très important entre le métabolisme glucidique, le sommeil et donc la prise de poids. D'accord. On parlait tout à l'heure de personnes qui ont voilà, des besoins en sommeil différents. Certains ont besoin peut-être de 6 heures, d'autres de 8, 9. On parle souvent, je crois, de petits dormeurs, de grands dormeurs. Justement, il y a une personne qui nous demande là, qui dit bah, j'ai jamais été une grande dormeuse. Et là, en ce moment, avec tout ce qu'elle vit, elle n'arrive pas à se coucher avant 2 ou 3 heures du matin, mais elle nous dit je me lève à 8h30 et je ne suis pas fatiguée après.
Du coup, ça voudrait dire qu'elle a trouvé son rythme comme ça et qu'elle peut le conserver, ou est-ce qu'à terme, ça peut quand même poser souci parce que voilà, ça fait 5h30 de sommeil, 6h30 de sommeil par nuit, c'est quand même pas énorme. Il faut vraiment garder en tête qu'on est dans une situation qui est vraiment inédite. Donc, inévitablement, on se dépense moins, pendant la journée en restant confiné. Donc il est effectivement possible que ce sommeil de confinement ne soit finalement pas le même que le sommeil qu'on aurait, en dehors de cette période de confinement. Donc effectivement, si ce sommeil est suffisant pour elle dans cette période, beh, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Par contre, au moment du déconfinement, il va bien entendu falloir se remettre dans un nouveau rythme et c'est peut-être là qu'on va être en difficulté. Donc, pareil, si je peux me permettre et notamment avec, les adolescents et les enfants qui sont confinés depuis plusieurs semaines, la reprise, de l'école, lorsqu'elle va se faire, il faut qu'elle soit préparée. C'est-à-dire qu'il faut progressivement revenir à des rythmes qui ressemblent, au rythme scolaire avant la reprise pour que l'enfant ne se retrouve pas en difficulté du jour au lendemain lorsqu'il retournera à l'école. On est un peu, alors le parallèle n'est peut-être pas très heureux, mais on est un peu dans une période où en vacances, des fois, on lâche un peu du lest avec ses enfants sur les horaires de coucher. Exactement. Ce que vous dites, c'est que voilà, la période de déconfinement se profile, il faut penser à retrouver un rythme de coucher normal. Parce C'est que ça, ça se prépare. ça a quand même, ça a quand même eu une incidence finalement un peu négative sur le sommeil, cette période de confinement. Entre les personnes qui ont eu des troubles, et notamment de somnambulisme, on a une question, j'y reviendrai, et puis ceux qui en ont peut-être profité pour décaler, ça n'a pas été, voilà, ça a pas été très bénéfique pour le sommeil en général, cette période quand même. C'est clairement ça. Alors, on a aussi le profil inverse. On a des personnes qui, grâce à cette période de confinement, bah, se sont mis à dormir véritablement ce dont elles avaient besoin. On a des personnes qui vont nous dire: «Oh, je dors bien, je me réveille, à l'heure convenue, mais je suis plus en forme». Parce que voilà, les profils sont différents et on peut avoir des personnes qui étaient dans des situations anxiogènes avant le confinement pour des raisons professionnelles, par exemple, et qui là, en situation plutôt de télétravail, ben, vont se retrouver moins anxieuses, moins perturbées. Donc on a tous les profils. Mais je pense que vous avez raison, majoritairement, cette période de confinement a eu un effet plutôt négatif sur nos rythmes et sur notre sommeil. Et notamment une personne qui nous dit que voilà, elle s'est découvert des troubles visiblement de type somnambulisme et comment elle pourrait faire pour les éloigner. Alors, visiblement, c'est un peu lié au stress de la période actuelle, mais déjà, est-ce que si on se réveille, alors, déjà le somnambulisme, voilà comment ça se caractérise, et puis est-ce qu'on peut essayer de l'éviter? OK, donc le somnambulisme, c'est, une particularité du sommeil, ça fait pas partie des pathologies du sommeil en soi. Donc, le somnambulisme, c'est, le dormeur qui, va, généralement se lever ou parler, pendant son sommeil. Donc, les études, récentes montrent qu'en fait, pendant cette période de somnambulisme, notre cerveau ne dort pas de manière homogène. C'est-à-dire qu'on a notre cerveau qui dort et certaines parties de notre cerveau qui commencent à se réveiller. Et en étant un petit peu dans cet état, on va dire, d'entre-deux, on peut avoir des personnes qui se lèvent, qui parlent, qui déambulent, etc. Donc, le somnambulisme pardon, est extrêmement fréquent chez l'enfant. On estime qu'il y a un enfant sur deux qui peut faire des épisodes de somnambulisme, et après ça, ça s'arrête. Puis on a quand même des formes qui restent un peu familiales de somnambulisme où, même à l'âge adulte, on peut avoir ce genre d'épisode. Et en fait, on sait qu'effectivement, le changement de rythme peut occasionner des épisodes de somnambulisme. Donc peut-être que chez cette personne, c'est exactement ce qui est en train de se mettre en place. Donc je n'ai pas de conseils à proprement parler puisque je ne connais pas cette personne-là, mais de voir si après la période de confinement, est-ce que tout rentre dans l'ordre et à ce compte-là, il y a pas à s'inquiéter, ou alors bah, consulter si effectivement ça devient un petit peu trop problématique. D'accord, très bien. Une question qu'on n'a pas encore abordée, qui vient de nous être posée, c'est le positionnement du sommeil. Est-ce que vous avez des conseils là-dessus ou des expériences? Est-ce qu'on dort mieux voilà, si on est sur le dos, si on s'endort sur le côté? Et est-ce qu'il y a des raisons morphologiques à ça, s'il y a des bonnes positions entre guillemets?
Alors, je ne pense pas qu'il y ait énormément de recherches scientifiques qui portent sur cette thématique, donc je n'aurai pas d'exemple scientifique à vous donner. Il s'agit d'une question de confort avant tout. Dans la nuit, on bouge, on change de position et à notre insu. Donc, c'est peut-être plus pour s'endormir que le confort va être recherché. Et en fonction de notre morphologie, bien entendu, on a des positions qui vont être plus ou moins adéquates. Par exemple, chez la femme enceinte, on sait que la position sur le côté est une position qui est favorable et tout dépend de la position du fœtus. Il y aura un côté qui sera un côté qui permettra de s'endormir plus rapidement que l'autre. Hormis ça, hélas, je n'ai pas beaucoup plus d'informations à vous donner. Alors, cette question de la position me fait penser aussi à la pièce en général. Euh, Est-ce que du coup, pour favoriser un sommeil de qualité, est-ce qu'il est préférable d'avoir une pièce voilà, dédiée au sommeil, c'est-à-dire on évoquait tout à l'heure le portable, bah, on le laisse de côté, puis la télé on l'éteint, on va se coucher. Est-ce qu'on dort mieux si on a une chambre ou si on dort dans son salon parce qu'on y est obligé voilà. Donc effectivement, l'environnement est très important. Je pense que l'aspect essentiel, c'est le fait de se sentir en sécurité à l'endroit où on va dormir. Donc effectivement, il est hors de question de vous dire que la tête au nord, les pieds face à la fenêtre ou quoi que ce soit. Ça, il n'y a aucune étude scientifique qui me permet de valider ce D'accord. genre de dispositif-là. Mais par contre, le fait de se sentir bien à l'endroit où on dort est essentiel. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on va avoir du mal à dormir si on va dans un hôtel où on ne se sent pas bien dans la pièce dans laquelle on va dormir, qu'on ne connaît pas les lieux dans lesquels on est. C'est effectivement ça, on a besoin de se sentir en sécurité pour réussir à dormir convenablement. Donc vous avez raison, dans une chambre, il faut éviter les stimulations de type télévision, le téléphone bien entendu. Le téléphone, je fais une petite parenthèse, c'est que pendant ces réveils nocturnes qui sont, vous l'avez compris, normales et physiologiques à chaque fin de cycle, il faut éviter quand on se réveille de regarder son téléphone, ne serait-ce que pour regarder l'heure, puisque l'écran va nous bombarder de lumière bleue et va temporairement stopper la sécrétion de mélatonine qui est essentielle pendant la nuit. Donc sommeil et téléphone ne sont pas les meilleurs amis du monde. Exactement. Et de plus en plus, on se réveille avec son téléphone, hein. On a moins de réveils dans les chambres, on a de plus en plus de téléphones. Moi, je trouve que c'est important de garder une fonction réveil à un réveil et son téléphone à côté, puisqu'on va être justement gêné par cette luminosité. Il y a une Et étude qui a... paradoxalement, on a quelqu'un qui nous interroge justement en disant bah, moi, je ne sais plus m'endormir sans écouter la radio et je le fais via mon téléphone. Voilà, il écoute des émissions de radio ou des podcasts. Alors, déjà, d'une part, ne plus savoir s'endormir sans écouter la radio, est-ce que c'est problématique? Et deuxièmement, ça vient un peu contrecarrer ce que vous dites en disant bah, voilà, le téléphone, il faut le mettre de côté, mais cette personne, si voilà, elle en a besoin pour s'endormir, comment elle peut faire? Alors, moi, j'ai généralement une solution qui est, tant que ça ne vous dérange pas, ne changez rien. Donc, si ça fait partie du rituel qui est mis en place pour s'endormir, que cette personne n'a pas de difficulté pour s'endormir, n'a pas de difficulté de sommeil, n'a pas de difficulté au réveil, il n'y a aucun intérêt à lui demander de changer ses pratiques. Par contre, si effectivement il y a une plainte de sommeil qui se met en place, on peut par exemple lui suggérer d'écouter la radio dans une pièce de vie et quand les premiers signes de sommeil se font sentir, de regagner sa chambre, cette fois-ci sans son dispositif, et de s'endormir dans son lit. Mais D'accord. si ça ne lui cause aucun problème, continuons. Par contre, je fais une parenthèse, attention aux ados qui risquent de prendre ce genre d'habitude et avoir la sensation que ça ne leur cause aucun problème, alors qu'on sait que chez eux, il y a une dette de sommeil chronique très importante en raison de l'utilisation de ces dispositifs en soirée. Parce que du coup, ça me fait penser, vous évoquiez tout à l'heure voilà, le sommeil au cours de la vie, il y a quand même des différences, on est d'accord. Un nourrisson, après un jeune enfant, un adolescent, un adulte, une personne âgée. Est-ce que là-dessus, on l'a pas évoqué encore, mais euh, et le nombre d'heures, voilà, chez l'adolescent, il va peut-être avoir besoin de beaucoup dormir, mais en décalé, c'est ça? C'est C'est pas. ça. En fait, notre sommeil va changer tout au long de notre vie. Donc, ça commence à la naissance. Effectivement, un nouveau-né va avoir un sommeil qu'on appelle polyphasique, c'est-à-dire que c'est un enfant qui va dormir énormément. Il va dormir environ 17 heures par 24, mais par courte période, donc plusieurs phases. C'est pour ça qu'on appelle ça polyphasique, et aussi bien le jour que la nuit. Donc, un nourrisson a cette caractéristique de sommeil. Comme on le disait tout à l'heure, à partir de 6 mois, il va commencer à faire ses nuits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dort tout autant
Mais il va avoir une période de sommeil continu qui va commencer à se dessiner pendant la nuit, puisqu'on a notre rythme biologique qui va se mettre en place. Et donc, l'enfant va commencer à faire ses nuits. Puis en grandissant, le volume de sommeil se réduit. Par exemple, à l'âge de 4-5 ans, un enfant va avoir besoin entre 10 et 13 heures de sommeil et il va dormir quasi essentiellement la nuit, puisqu'à cet âge-là, on va voir se supprimer la sieste de début d'après-midi. Et en plus, la constitution du sommeil est différente. À cet âge-là, on va faire beaucoup de sommeil profond. C'est un âge où on a vraiment besoin de ce sommeil réparateur. Donc, on va faire beaucoup de sommeil profond pendant la nuit. Et nos ados, ils ont toujours besoin de beaucoup de sommeil. Un adolescent, on considère que généralement, il va avoir besoin de 8 à 10 heures de sommeil chaque nuit. Ce qui est important, c'est le chaque nuit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dormir 15 heures le week-end en se disant qu'on a compensé 5 nuits de moindre sommeil pendant la semaine. C'est un L'inverse chez sommeil. les ados, non? Bon, on a le problème des ados qui découvrent aussi la vie et qui, voilà, qui font des soirées, mais c'est vrai que vous avez raison, il y a des fois des adolescents qui ont des rythmes où ils dorment beaucoup moins le week-end que la semaine. On est d'accord que ce n'est pas forcément bon pour leur Alors, organisme. généralement, c'est le jeune adulte qui va commencer à sortir et dormir moins le week-end. L'ado, généralement, il dort beaucoup le week-end et surtout en horaire décalé. Donc oui, l'ado a encore un besoin conséquent de sommeil, c'est physiologique. Et il a une particularité, c'est qu'il va se coucher plus tard. Donc il y a un décalage qui est un décalage physiologique à l'adolescence. L'adolescent va avoir besoin d'aller se coucher plus tard. Mais se surajoute à ce décalage physiologique toutes les utilisations, notamment des écrans, qui vont encore plus majorer ce décalage. Et le problème, c'est qu'en période scolaire, l'horaire du matin est dicté par l'école. Et donc, on va se retrouver avec des ados qui ne font jamais leurs 10 heures de sommeil par nuit en semaine et qui vont se retrouver en dette chronique de sommeil. Donc oui, l'adolescent a ce décalage physiologique, mais il faut faire en sorte que celui-ci ne soit pas trop important et que surtout il ne soit pas majoré par l'utilisation des écrans. Il y a une étude qui a été faite à Paris par une collègue du réseau Morphée qui a montré que les adolescents, pendant la nuit, lorsqu'il y avait une fin de cycle et un réveil physiologique, en profitaient pour réallumer leur téléphone et vérifier l'arrivée de nouveaux messages. Et ce réveil qui peut durer quelques secondes chez un adolescent peut durer 15 minutes parce que justement, on a réactivé le système et on va avoir du mal à se réendormir. Très bien, alors on va poursuivre avec des questions autour de la qualité du sommeil. Je rappelle, Stéphanie Mazzac, vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Lyon 1 et spécialiste du sommeil et qu'on est ici avec, grâce au soutien de notre partenaire, la Fondation April, dans le cadre de son action Restez chez vous et en bonne santé. Et donc on est encore ensemble pour un quart d'heure. Si vous en êtes d'accord, Stéphanie, on pourra peut-être déborder un petit peu parce qu'on a pas mal de questions et puis la thématique est intéressante. Donc je vous propose peut-être Avec plaisir. rester avec nous peut-être jusqu'à 3h15 ou peut-être un petit peu plus si les questions continuent à arriver. Sur la qualité du sommeil, justement, une question, est-ce que cette qualité du sommeil, elle influe sur les rêves qu'on peut avoir ou pas? Autrement dit, est-ce que les rêves ils sont révélateurs de la qualité de notre sommeil? C'est-à-dire si on fait un très beau rêve, c'est qu'on aura très bien dormi. Par contre, si on fait des cauchemars où on est tourmenté, ça nuit sur la qualité de notre sommeil ou ce n'est pas du tout lié? C'est une très belle question. Donc, déjà, il est important de comprendre que on est amené à rêver et même à rêver plusieurs fois par nuit et qu'on ne se souvient pas de tous ses rêves et qu'on a On même rêve, on rêve toutes les nuits. on rêve toutes les nuits D'accord. et on a des personnes qui ne se souviennent jamais de leurs rêves et ça n'a rien de grave. On peut très bien dormir, être en très bonne santé et ne jamais se souvenir de leurs rêves. Je vous explique pour quelle raison. En fait, la majorité des rêves arrivent en fin de cycle pendant le sommeil paradoxal. Généralement, on va se souvenir d'un rêve si le petit réveil qui va avoir lieu entre deux cycles est suffisamment long pour nous permettre d'encoder ce rêve. Si on repart très rapidement sur un nouveau cycle, on va avoir tendance à oublier ce rêve. Donc, on a des personnes qui vont être capables de nous rapporter leurs rêves, d'autres qui ne seront pas en mesure de le faire. Et ça n'a aucune incidence sur la qualité et ça n'est absolument pas révélateur non plus de la qualité du sommeil. Donc, ça, c'est pour les rêves. Les cauchemars, c'est autre chose. Les cauchemars, c'est un rêve qui a une connotation désagréable, généralement. Donc, on est tous amenés à faire des cauchemars. Les cauchemars n'ont
pas beaucoup d'incidence à proprement parler, sauf dans certains cas, notamment de stress post-traumatique, où là, le cauchemar va être révélateur de l'anxiété du patient. Et dans ce cas-là, on peut mettre en place une prise en charge justement des rêves et notamment une prise en charge des cauchemars. Et on sait qu'en prenant en charge ces cauchemars, on va aider la personne à réguler son problème de stress post-traumatique. Donc, faire des cauchemars, ce n'est pas tout le temps révélateur d'un problème. Si c'est quelque chose de fréquent, de récurrent et de gênant, on peut en parler à son médecin puisque justement, on peut prendre en charge ces cauchemars. Et est-ce que ces rêves ou ces cauchemars, les noter, si jamais on se réveille la nuit et qu'on a la capacité de les noter, ça peut nous aider ou c'est pas Ça important? En fait, ça fait partie, de la prise en charge des cauchemars. C'est une des stratégies qu'on peut mettre en place, notamment en demandant à la personne de noter, son rêve ou son mauvais rêve et après ça, de travailler à trouver une autre issue à son rêve. C'est-à-dire à changer quelque part, le cours de son histoire pour essayer de mémoriser quelque part une nouvelle fin à son rêve en espérant que la nuit suivante, justement, le rêve prenne la configuration qui est plutôt positive, que négative. Les enfants, par exemple, ont cette capacité-là de changer leurs rêves. Un enfant est capable, en rêvant, de se dire: Je sais voler, alors je vais voler, comme ça je suis capable de passer au-dessus de ma barrière et plus rien ne m'empêche de sortir. Et quand vous dites un enfant, c'est parce qu'après, à l'âge adulte, le cerveau On n'est plus capable d'effectuer cette distinction. C'est ça, quand on rêve, quand on grandit, on perd ce qu'on appelle cette lucidité, du rêve, mais ça se travaille. On a des personnes qui justement, la nuit, notent leurs rêves pour continuer à s'en souvenir. Donc, voilà, c'est un domaine qui est fascinant, le rêve est encore très mal connu. Parce que quand même, quand on est dans une phase d'endormissement, on peut être amené à penser à des choses, à refaire le cours de sa journée, à penser à des choses. Ça peut aussi nous guider, j'allais dire, nous emmener vers un rêve. Est-ce Tout à qu'à un fait, moment, on ne peut pas se dire, ah ben non, là, j'ai pas envie de penser à ça, il faut que je pense à autre chose, sinon je vais ressasser, je vais faire des cauchemars ou tout pas? à fait, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Très bien. Et est-ce que du coup, la, j'allais dire la qualité du sommeil, on peut l'optimiser? On a évoqué déjà le fait de s'éloigner des écrans, d'avoir une pièce réservée. Est-ce qu'il y a d'autres astuces, peut-être sur la nutrition ou sur les choses à ne pas manger ou boire avant de dormir, ou l'activité physique? Je crois savoir que si on fait une activité physique soutenue tout de suite avant de dormir, c'est pas une bonne idée. Est-ce qu'il y a des conseils comme ça? Tout à fait. Donc, la première chose, c'est que la qualité de notre sommeil va dépendre de l'activité qu'on a eue dans la journée. Donc, déjà pour bien dormir, il faut avoir été suffisamment actif, dans la journée. Quand je parle d'activité, c'est pas uniquement de l'activité physique, à haut niveau, mais le fait d'avoir eu une activité intellectuelle, d'avoir une qualité d'éveil suffisant dans la journée, c'est une première garantie, de notre sommeil. C'est-à-dire que, et c'est un des problèmes qu'on peut avoir avec le confinement, c'est-à-dire que si on bouge moins, si, on est moins impliqué dans des réflexions, si on reste un peu plus passif dans la journée, inévitablement, ce qui va se passer, c'est que la nuit, on aura besoin de moins de sommeil profond pour récupérer et donc notre sommeil sera plus fragile. Donc effectivement, la qualité de notre journée va avoir une influence sur la qualité de notre sommeil. Souvent, on se dit: «J'ai bien dormi, je vais être en forme». Faut plutôt penser à l'inverse, c'est que j'ai passé une super journée, je vais bien dormir. Voilà, donc ça, c'est essentiel. Du coup, ça veut dire que, je rebondis sur la question de l'activité physique. Si, je dis n'importe quoi, à 16 heures, on se rend compte qu'on a passé une journée sans être allé marcher, on recommande de marcher 30 minutes par jour en général. Si on n'a pas trop bougé, il faut qu'on se dise, vite, faut que je me dépense, il faut que je fasse quelque chose ou pas forcément? Ça peut être effectivement une solution si on se retrouve dans une configuration où on sent que notre sommeil, est moins profond et qu'on aimerait justement qu'il le soit plus, effectivement il faut bouger, c'est exactement ça. Et vous avez raison, l'activité physique, il faut aussi faire attention à quel moment est-ce qu'on va la réaliser dans la journée. Parce que si vous faites de l'activité physique à forte intensité, juste avant d'aller vous coucher, ça va avoir un effet un peu contradictoire puisque cette activité, elle va vous exciter et elle va retarder, le moment de l'endormissement. Donc oui, il faut avoir de l'activité physique, c'est essentiel pour le sommeil. Il faut la doser correctement et il faut choisir aussi à quel moment, la réaliser pour que ça n'ait pas d'impact sur notre sommeil.
C'est-à-dire qu'il faut la faire au minimum 3 heures, 3 heures avant, pas moins. Ça va dépendre de du type d'activité physique D'accord. que vous allez faire à proprement Plus elle est parler. soutenue, plus il faut la faire loin de l'endormissement. Voilà. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque activité physique soutenue, il faut qu'il y ait une période de remise au calme après l'activité physique. Donc, de passer par quelque chose qui va être beaucoup plus apaisant pour que l'organisme, justement, revienne à un niveau de base. Et ça va nous aider à dormir. Vous parliez d'activité, là, en activité physique, d'excitation. Est-ce que c'est un peu la même chose avec le café, même le tabac ou l'alcool? Je suppose qu'il faut éviter les produits comme ça en soirée, juste avant d'aller au lit. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle les excitants. Donc, effectivement, on a la caféine, on a énormément d'excitants dans les sodas. Donc, par exemple, certains sodas vont utiliser des dérivés de la caféine, donc ça va être des excitants. On a la même chose avec la vitamine dans certains jus de fruits. La nicotine fait partie des excitants, la théine fait partie des excitants. Donc, encore une fois, il y a une histoire de dosage à mettre en place par rapport à ça. Alors souvent, on nous dit: «Mais jusqu'à quand j'ai le droit de boire, du café?» Mais ça, c'est pareil, tout dépend des individus. On a des personnes qui vont être très sensibles à la caféine et qui, du coup, dès le début d'après-midi, vont avoir des effets, longs, sur leur organisme de cette caféine, et on a des personnes qui sont quasiment pas sensibles à la caféine et qui peuvent continuer à boire, du café sans avoir aucune répercussion, sur leur sommeil. Donc encore une fois, c'est, une question de connaissance, de soi-même pour pouvoir répondre à cela. Et on a Je une permets pensée commune. Oui, pardon, allez-y, je vous en prie, dites-moi. C'était juste pour rebondir sur l'alcool, puisque vous avez mentionné l'alcool. L'alcool, c'est une molécule assez particulière puisque souvent elle est utilisée dans un but relaxant et donc d'induire le sommeil. Et en fait, c'est un faux ami parce qu'effectivement, il va pouvoir prétendre à cet état de relaxation pardon, et induire le sommeil, sauf que le sommeil, quand il y a eu consommation d'alcool, est de moindre qualité puisque l'alcool va réduire le temps passé en sommeil profond. Donc ça veut dire que ça, comme le café pris juste avant le coucher, ça peut dérégler notre sommeil finalement. Tout à fait, D'accord. tout à fait. Et du coup, oui, par rapport au café, on dit souvent que voilà, après le repas, en début d'après-midi, les gens prennent un café parce qu'ils se disent sinon je vais piquer du nez, je vais avoir envie de faire une sieste. Mais en fait, finalement, c'est pas forcément pas parce qu'on prend un café qu'on va tout de suite repartir et être à nouveau excité et pouvoir repartir pour l'après-midi. Alors l'effet du café marche, hein, la caféine, ça marche pour vous redonner un coup de boost, en début d'après-midi, ça marche effectivement. Et il Le vaudrait café, mieux privilégier la sieste que vous avez évoquée tout à l'heure. si on a la possibilité de le faire, ce serait bien entendu mieux. D'accord, très bien. Du coup, Stéphanie Mazza, donc je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Lyon 1 et spécialiste du sommeil. Donc, on est encore ensemble pour un gros quart d'heure. On terminera vers 3h15. On est là grâce au soutien de la Fondation April dans le cadre de son action Restez chez vous et en bonne santé. Et la prévention en santé que la Fondation April voilà, distille depuis de nombreuses années, notamment grâce aux ouvrages que vous apercevez derrière moi sur le sommeil, la nutrition, la gestion du stress. Et je vous invite à aller sur leur site internet Fondation April magazine.fondation-april.org où vous trouverez tous ces ouvrages en téléchargement gratuit. Stéphanie, on poursuit avec les questions des internautes et une personne qui nous dit on dit que prendre sa douche juste avant de se coucher n'est pas favorable pour s'endormir. Alors, c'est une question qu'on n'a pas encore abordée. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est pas prouvé? Alors, pourquoi est-ce que, on fait un lien avec, la douche et le sommeil? C'est qu'en fait, il y a un lien entre notre température corporelle et le sommeil. C'est-à-dire que le sommeil va intervenir à chaque fois que notre température interne baisse. Et cette température interne, elle baisse à 2 moments. Elle baisse en début de soirée, jusqu'à peu près 2-3 heures du matin, et elle baisse en début d'après-midi. Donc effectivement, notre vigilance va suivre cette température et on va avoir une baisse de vigilance dans ces moments de baisse de température. Donc il était imaginé que justement prendre une douche avant d'aller se coucher, qui soit une douche un peu fraîche, puisse baisser notre température corporelle pour nous permettre de nous endormir plus rapidement. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas à ma connaissance d'études scientifiques qui ont véritablement mesuré la température de la douche, la durée de cette douche pour avoir un effet sur le sommeil. En tout cas, en dehors de cette réduction de la température interne,
il faut voir aussi la douche peut-être comme un moment de relaxation et qu'effectivement, ce moment de relaxation peut faciliter, le sommeil. Donc heu, voilà, si ça fait partie d'un rituel qui est un rituel apaisant pour aller se coucher, on peut effectivement prendre une douche le soir. Elle n'a pas besoin d'être froide parce que si vous vous mettez sous une douche froide, vous allez augmenter votre rythme cardiaque et exciter votre organisme. Mais une température agréable qui permette, de se relaxer, peut être effectivement un élément favorable à l'endormissement. Donc en tout cas, il faudrait voilà, faire un repas, j'allais dire sain, pas trop copieux. Après, on peut se permettre d'avoir des écrans, mais il faut les arrêter avant, voilà, avant d'aller au lit, mais pas, on ne va pas au lit immédiatement tout de suite derrière. La douche Mmh, peut être finalement un moment de transition. À ce exactement. moment-là, on laisse les écrans et quand on sort de la douche, on est d'accord qu'on ne se remet pas devant les écrans Voilà, avant d'aller au prendre lit. prendre un livre, écouter la radio, on a des activités qui pourraient faire un sas justement entre, la période d'excitation et l'endormissement. Voilà, l'endormissement, c'est quelque chose qui se travaille dans le sens où il faut réduire, l'excitation pour permettre l'endormissement. C'est très important pour les enfants notamment. Ce rituel du coucher, il sert à ça. Le rituel du coucher, c'est un rituel qui va permettre l'apaisement pour justement, rentrer, dans son lit, dans un état, on va dire, physiologique qui est propice, au lâcher prise et à l'endormissement. Le problème, c'est que si on remonte 50 ans ou 70 ans en arrière, on est quand même dans une société aujourd'hui où les écrans d'hyperconnexion sont très présents. Et c'est vrai que, à vous écouter, je pense que le sommeil pâtit quand même de ça, la qualité du sommeil, parce qu'aujourd'hui, avec un téléphone, on peut tout faire, on fait énormément de choses. C'est vrai que les gens délaissent peut-être un peu les livres ou la radio pour se tourner vers le téléphone. Donc, on est d'accord que le sommeil en pâtit quand même. Tout à fait. Par rapport à ce que vous dites, on a parlé du confinement jusqu'à présent. On a aussi quelque chose qui est particulier, c'est que là, on travaille. Beaucoup d'entre nous, on travaille à la maison. Donc ça veut dire que notre maison, qui normalement est un lieu où on coupe de l'activité professionnelle, devient un lieu où on a notre activité professionnelle et notre activité personnelle. Donc effectivement, peut-être que, cette intrusion de la vie professionnelle dans notre vie personnelle peut aussi avoir une influence sur le sommeil. Très bien. Euh, Stéphanie Mazza, je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse à l'université Lyon 1. On est encore ensemble pour un quart d'heure. Vous êtes spécialiste du sommeil et donc on est là grâce au soutien de la Fondation April, notre partenaire, dans le cadre de son action Restez chez vous et en bonne santé. La Fondation April qui réalise une série d'ouvrages sur différentes thématiques, la nutrition, la gestion du stress, le sommeil, l'activité physique. Et est-ce que vous diriez, Stéphanie, que on peut mettre en place des choses assez simples pour améliorer la qualité de notre sommeil? Ou est-ce que quand on dort mal, il faut avoir une réflexion sur le long terme pour arriver à mieux dormir? Je pense qu'il y a effectivement ce qu'on appelle l'hygiène de sommeil. Donc, c'est effectivement des règles, que l'on peut mettre en place facilement, à la maison pour favoriser, le sommeil. Donc, ces règles de sommeil, ces règles d'hygiène, pardon, c'est pas ça passe par le respect des horaires. Donc avoir justement des horaires qui sont des horaires plutôt stables de coucher, et de lever. Il y a également, on l'a dit à plusieurs reprises, l'utilisation des écrans qui va devoir être, ralenti en soirée pour permettre le sommeil. On a également l'activité physique, on en a parlé. On a également, l'alimentation. Donc effectivement, on dit souvent le soir, il faut un repas léger. Alors attention, c'est un repas plus léger que celui qu'on pourrait prendre, le midi, mais il faut quand même manger suffisamment puisque la période de sommeil, c'est le jeûne le plus long que l'on a dans la journée. Donc c'est pour ça qu'on dit que généralement, il faut favoriser les féculents le soir pour permettre de tenir cette période, de jeûne. Éviter effectivement les excitants, donc les excitants comme dans des boissons, qui contiennent de la caféine, de la théine, de la vitamine. Éviter la consommation d'alcool, également et de mettre en place, toutes les activités qui nous mettent dans une configuration, on va dire, de bien-être et de, lâcher prise, en soirée. Très bien. Alors, on a une question autour de la ménopause, savoir si l'arrivée de la ménopause, avec cette période, est-ce que le sommeil il change? Est-ce que il y a une influence, et notamment quand il y a des cycles féminins, quelle est Alors il y a l'information que vous pouvez nous donner là-dessus?
Il y a effectivement, une incidence de la ménopause sur la qualité, du sommeil, avec notamment, plus de difficultés d'endormissement et des réveils nocturnes, également chez les personnes, qui sont dans cette transition, on va dire, de ménopause et donc je réincite fortement, les personnes qui sont dans cette situation de parler à leur médecin de la répercussion, de cet état transitoire sur leur sommeil pour justement essayer d'équilibrer au mieux, les dosages hormonaux notamment, dans cette période de transition. Donc c'est tout à fait, fréquent de voir des troubles du sommeil qui sont en lien avec les changements hormonaux. On a évoqué précédemment la question des enfants en leur imposant des rites et des rituels pour que voilà, pour qu'ils aillent vers le coucher tout doucement. Est-ce que ça pourrait aussi s'appliquer à tous? Il y a quelqu'un qui nous demande, voilà, est-ce que des rituels et des doudous pour tout le monde, ce serait pas finalement une bonne idée pour mieux dormir? En fait, quand on réfléchit, on en a tous, hein, des doudous, hein, pour, pour aller se coucher. Donc c'est peut-être plus le doudou matériel, mais c'est tout ce qu'on fait avant d'aller se coucher. Et généralement, on a un rituel, c'est-à-dire qu'on fait toujours un peu les mêmes choses avant d'aller se coucher et ce rituel, quand il est associé avec, je vais dire un état d'esprit qui est favorable au sommeil, bah, généralement, on a peu de difficultés pour s'endormir. Par contre, dans certaines pathologies, et c'est le cas par exemple dans l'insomnie, si, le moment du coucher est associé à des pensées, qui sont des pensées éveillantes, excitantes, anxiogènes, inévitablement, le rituel ne va pas du tout avoir le même effet. C'est-à-dire que si on va se coucher en se disant: «Je ne dormirai pas, je vais, encore une fois être en difficulté, je n'arrive pas à surmonter mes problèmes», inévitablement le rituel va avoir un effet inverse et au lieu d'avoir un effet relaxant, bah, va avoir un effet, réactivant. Donc oui, après le nouveau doudou pour les ados, c'est le téléphone et ça je pense qu'il faudrait pouvoir s'en passer effectivement. Bien sûr. Une question qu'on n'a pas encore abordée, c'est la question le lien entre handicap et sommeil. Les personnes handicapées, les personnes fragiles ou les personnes malades, euh, comment elles peuvent gérer, j'allais dire, leur sommeil du mieux possible face à leur situation. Donc la prise en charge, des difficultés nocturnes de personnes qui présentent un handicap est quelque chose d'essentiel. Quand il s'agit d'un handicap notamment qui est associé avec des douleurs physiques, on a très fréquemment une perturbation du sommeil qui va être, associée à ça et donc la prise en charge de la douleur doit aussi être, prise considérée pour la période nocturne. C'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement mal quand on est éveillé, on a aussi mal quand on dort et donc c'est important de pouvoir considérer, la prise en charge de ces douleurs, même sur la période nocturne. Après, il y a d'autres handicaps, notamment des handicaps, non pas physiques, mais des handicaps, mentaux, par exemple, qui sont associés aussi à des troubles du sommeil, puisque le sommeil, généralement a lieu la nuit et la période nocturne, c'est une période qui est fortement anxiogène. Donc pareil, la mise en place, d'une hygiène de sommeil et d'un rituel d'accompagnement, pour ces personnes, c'est essentiel également pour leur permettre de bien dormir. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette prise en charge va leur permettre de bien dormir, mais leur bon sommeil va avoir aussi un impact bénéfique, sur la journée qui va suivre. Notamment, quand on a bien dormi, on va avoir déjà moins de douleurs, on va se sentir moins anxieux, on va se sentir plus reposé. Donc c'est un cercle virtueux, c'est-à-dire que prendre en charge le sommeil va aussi avoir une incidence sur la journée. Donc oui, la gestion du sommeil chez les personnes qui, présentent un handicap, c'est quelque chose qui est essentiel. Très bien, merci. Une question qu'on n'a pas encore évoquée, c'est la question de la literie, du matériel, les oreillers, les matelas, les couettes. Euh, Est-ce que ça a une importance capitale dans le sommeil ou est-ce que ça tient une place secondaire? Ça a de l'importance. L'importance, c'est encore une fois le confort, bien entendu. Donc effectivement, la literie doit être, une literie qui on dit qu'un lit, ça se change, un matelas, ça se change à peu près tous les 10 à 15 ans pour que justement le confort permette un sommeil adéquat. C'est sûr que si vous êtes dans un matelas et ce matelas, au bout d'une heure dans la même position, vous commencez à avoir les lombaires qui tirent et cetera, inévitablement, ça va vous réveiller et perturber votre cycle de sommeil. Idem pour, l'oreiller, pour la couette. L'idée étant, de se trouver confortablement installé, pour dormir.
Très bien. Et il y a une question aussi qui nous est posée au niveau de, j'allais dire, des saisons. Est-ce que, il est possible que d'une saison à l'autre, on dorme moins bien? C'est-à-dire qu'en été, bah, s'il y a des périodes de canicule, on a beaucoup trop chaud. Euh, En hiver, bah, au contraire, c'est plutôt de la fraîcheur. Est-ce que notre sommeil peut être altéré par ces changements de saison? Tout à fait, notre sommeil, peut être altéré, notamment dans les périodes de transition saisonnière, notamment avec, le changement de la luminosité. C'est-à-dire que, en hiver, bah, quand, il fait nuit beaucoup plus tôt, on va avoir une asthénie, c'est-à-dire un ralentissement, général qui va avoir lieu plus tôt en soirée et on va avoir envie d'aller se coucher plus tôt, en période, automnale et le problème, c'est que si vous vous couchez plus tôt, vous risquez aussi de vous réveiller plus tôt dans la nuit. À l'inverse, l'été, bah, avec, le soleil qui est présent plus longtemps, on va avoir plutôt tendance à retarder, notre sommeil et voilà, ça a une influence, cette luminosité, ce changement saisonnal de luminosité va avoir une influence sur notre sommeil. Après ça, vous avez raison, la température a aussi une influence sur notre sommeil. Donc souvent, on lit dans les magazines, la chambre doit être à telle température pour bien dormir. Donc il n'y a pas de température, on va dire, idéale pour tous. Mais une chambre doit être à une température qui ne soit pas trop élevée, puisque si vous êtes dans une température trop chaude, vous allez avoir du mal à dormir. C'est ce que vous rapportez notamment l'été. L'été, on va dormir plus difficilement s'il fait trop chaud. Et inversement, il ne faut pas avoir froid non plus, puisque le froid risque de réveiller et d'induire des difficultés pour se réendormir. Donc tout dépend comment est-ce que vous êtes couvert dans la nuit. La température idéale, c'est celle qui va vous permettre de dormir correctement toute votre nuit sans avoir ni trop chaud, ni trop froid. Donc c'est chacun qui la trouve un peu, bah, c'est chacun qui trouve la température idéale. Exactement. On évoquait il y a quelques instants la question de la caféine. Quelqu'un nous pose une question sur les tisanes. Est-ce que ça peut être une bonne, j'allais dire une bonne alternative? Ça peut favoriser l'endormissement? Tout dépend de la fleur ou de la feuille qui va être utilisée pour la tisane, bien entendu. Il y a effectivement des plantes qui vont favoriser, le sommeil, notamment on peut penser, à la camomille, au tilleul, des plantes qui vont, être des plantes, avec un effet plutôt relaxant et donc plutôt inducteur, de sommeil. Donc, les tisanes, 2 mises en garde. La première concerne le grammage de ces tisanes puisque même s'il s'agit de fleurs, de plantes, c'est quand même des molécules qui sont actives. Donc il faut faire attention à la quantité et au grammage utilisé, pour ces tisanes. Et la deuxième mise en garde, c'est qu'une tisane se fait infuser dans de l'eau et que si vous buvez énormément le soir, vous allez avoir peut-être un effet, paradoxal de la tisane puisque lorsque votre sentinelle va se réveiller à la fin de votre cycle de sommeil, il va falloir aller vidanger toute cette tisane qui aura été bue avant d'aller se coucher. Penser à plein de choses en fait avant d'aller dormir. C'est compliqué. Euh, on est encore ensemble 5 minutes, Stéphanie. Je rappelle juste que vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Lyon 1 et que vous avez eu la gentillesse de nous accompagner pendant plus d'1 heure sur cette conférence autour du sommeil. Une conférence qu'on a pu faire grâce à notre partenaire, la Fondation April, qui est spécialisée voilà, dans les bons conseils, autant au niveau alimentation, sommeil, activité physique, gestion du stress. Stéphanie, j'avais deux dernières questions à vous poser. D'une part, sur l'alimentation, est-ce que il y a des choses à éviter de manger lors du repas du soir? Et puis aussi une petite question sur le jeûne intermittent. Est-ce que ça peut favoriser ou pas le sommeil? Alors, concernant des choses à ne pas manger le soir, donc moi je ne suis pas favorable à ne pas. Tout dépend encore une fois voilà, d'une gestion, on va dire, modérée de ce qu'on peut consommer. Donc, bien entendu, le soir, éviter les repas trop lourds qui vont rendre l'endormissement plus difficile. Favoriser les féculents puisqu'ils vont nous permettre de maintenir cet état de jeûne nocturne plus longtemps. Éviter les excitants. Également en soirée. Quand on parle d'excitants, on a des personnes qui sont par exemple très sensibles à certains épices. On a des épices qui peuvent créer de l'excitation, donc éviter les plats également épicés en soirée si on est sensible à ce genre d'aliments.
Après sur la période de jeûne, donc c'est quelque chose que je ne connais pas énormément, donc je me garderai de répondre, à cette question pour ne pas dire de bêtises à ce sujet. D'accord, très bien. Pour conclure, Stéphanie, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner les idées fausses sur lesquelles vous aimeriez que nous nous libérions, c'est-à-dire un peu la pensée commune sur le sommeil et ce qu'il faudrait, voilà, qu'il faudrait éviter de croire parce que ce n'est pas vrai. Alors, une des premières choses, on a commencé par ça, j'ai besoin de 10 heures pour dormir, de 10 heures de sommeil pour être, en bonne forme. On a tous un besoin, de sommeil qui nous est propre et on faut pas se laisser, influencer par ce qu'on peut, lire dans certains magazines sur un sommeil qui serait un sommeil idéalisé. Je pense qu'il est important que chacun puisse, comprendre ce fonctionnement et essayer d'estimer quel est le volume de sommeil qui lui est le plus efficace, on va dire, et essayer de le maintenir. Une autre fausse idée serait de dire: «J'ai loupé, mon train de sommeil, je ne serai pas capable de me réendormir, avant 90 minutes», c'est totalement faux. Donc effectivement, on a des horaires qui nous correspondent. On a des personnes qui sont plutôt des couches tôt, plutôt des couches tard. C'est bien de se coucher justement à l'heure qui nous est, la plus favorable. Mais si on n'arrive pas à dormir, ne pas, polluer notre esprit par ce genre de phrases qui vont encore plus nous empêcher, de dormir. C'est ce que j'appelle le syndrome de la crêpe, c'est que, bah, vous êtes sur le dos et vous vous dites: «Eh ben voilà, je dors pas». Hop, vous vous mettez sur le ventre, «Eh ben voilà, je dors pas». Hop, vous vous mettez sur le dos, «Ah, je dors toujours pas». Voilà, dormir, c'est ne plus être éveillé. Dormir, c'est ne plus, avoir, de stimulation qui nous maintiennent éveillés. Un des conseils pour moi, c'est d'aimer, cette période de sommeil. Dans une période où justement on a un peu l'impression que le sommeil ne sert à rien, ben, essayer de réexpliquer que le sommeil, c'est le socle de notre santé. Ce n'est pas du temps perdu. Au contraire, bien dormir va nous faire gagner du temps sur la journée qui va suivre. Donc favoriser absolument ce sommeil et à tout âge. Je me permets juste de dire qu'on a développé un programme d'éducation au sommeil chez l'enfant qui est réalisable à l'école, qui s'appelle Mémé ton pige, donc comme une grand-mère et ton pige comme ton pyjama. Et on a pu montrer qu'en expliquant aux enfants pourquoi il était important de dormir, sans jamais leur dire à quelle heure ils devaient aller se coucher, à quelle heure ils devaient se lever, c'était suffisant pour augmenter de 30 minutes leur temps de sommeil chaque nuit. Donc le simple fait de comprendre pourquoi il est important de dormir peut améliorer notre sommeil. Et peut-être aussi dire que, on va mettre en place un projet également chez les adolescents pour justement essayer de nouveau de valoriser cette période nocturne et de leur montrer qu'en gagnant en sommeil, ils vont gagner en performance, que ce soit en performance physique ou en performance, scolaire, et ça on le réalise, grâce à la Fondation April. Eh bien, bah, écoutez Stéphanie, je vous remercie sincèrement de nous avoir accordé du temps pour évoquer la question du sommeil. Je pense que tout le monde est ressorti avec de vraies réponses, a compris comment on pouvait mieux dormir. Et donc, si, voilà, comme vous l'avez si bien expliqué, je pense que le sommeil est un pilier de notre santé, qu'il faut qu'on en prenne tous soin. Et j'espère que toutes les personnes qui nous ont regardés aujourd'hui bah, auront appris des choses, arriveront à mieux s'endormir, à ne plus se réveiller, géreront mieux leur sommeil et du coup géreront mieux leur santé. Donc on vous remercie vraiment sincèrement, Stéphanie, du temps que vous avez passé avec nous. La Fondation April vous remercie. Et puis bah, voilà, je vous invite à reconsulter cette vidéo quand elle sera publiée. Prenez soin de vous, restez chez vous et en bonne santé. Et puis on vous dit à très bientôt pour une nouvelle conférence. Merci beaucoup, Merci Stéphanie. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.